Parfait. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à ce webinaire intitulé « Le leadership et l'intelligence émotionnelle en période de relance ». Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, Pascale Tremblay-Villeneuve. Je suis consultante au développement des affaires chez EPSI. Je serai avec vous tout au long de ce webinaire en tant que modératrice. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Beaucoup ont présenté un intérêt pour l'intelligence émotionnelle, un des sujets de l'heure qui impacte la performance de nos gestionnaires et dirigeants d'entreprise qui sont actuellement en période de relance de leurs activités d'affaires. La gestion de ces émotions peut être un défi de taille dans ce contexte qui est particulièrement déstabilisant. C'est pourquoi il nous fait plaisir, la firme EPSI, d'être avec vous aujourd'hui, pour vous fournir quelques outils, des solutions ou vous amener à de nouvelles réflexions concernant la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle et le leadership. Quelques mots sur nos trois conférenciers d'aujourd'hui. Donc, on a tout d'abord André Durivage, qui est président de la firme EPSI et professeur à l'UQO. Il possède une large expérience en matière de développement de tests psychométriques, de sondage d'engagement, de développement organisationnel et de carrière, et bien d'autres. Nous avons aussi Vicky-Anne Rodrigue, qui est consultante principale en gestion des talents chez EPSI. Elle a une expérience en santé mentale, notamment les troubles psychotiques, les troubles anxieux, les troubles du comportement alimentaire, aussi en résolution de conflits et en prévention de résolution du harcèlement. Elle a également enseigné en milieu collégial et universitaire. Et nous avons Annick Demers, qui est CRHA et consultante principale en gestion des talents chez EPSI. Elle est experte en évaluation de comportement, des compétences. Elle a accompagné nos clients dans l'implantation et l'interprétation de nos outils d'évaluation et offre de la formation et du coaching. Avant de commencer, voici quelques détails techniques. Pendant la présentation, je serai présente via le clavartage qui se trouve juste en bas de votre écran, afin de répondre à vos questions d'ordre technique. Si vous avez des questions pour un de nos conférenciers, on vous invite à utiliser la boîte Q&A au bas de votre écran. Nous prendrons des périodes de questions durant le webinaire. Nous avons beaucoup de contenu sur table à vous présenter. La présentation peut donc se dérouler à un certain rythme. Mais rassurez-vous, nous vous enverrons le contenu de la présentation et l'enregistrement par la suite. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Je vais passer la parole maintenant à André Durivage. Alors, bonjour tout le monde. Je suis heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler du leadership et de l'intelligence émotionnelle. Vous allez voir, le webinaire qu'on fait aujourd'hui est en continuité avec le premier qu'on a fait, qui était sur le leadership lui-même en période de COVID. Si jamais vous êtes intéressé à avoir le contenu de ce premier webinaire-là, vous pouvez communiquer avec Pascal, qui va se faire un plaisir de vous donner le lien pour voir la vidéo. Alors donc, aujourd'hui, on a présenté les trois personnes qui vont donner la présentation. Alors aujourd'hui, en termes de modèle d'intelligence émotionnelle, ce que je vais faire, c'est un retour sur, finalement, qu'est-ce qu'on connaît de l'intelligence émotionnelle. C'est un élément important pour moi, d'abord, lorsque je mets mon chapeau comme professeur universitaire, mais également chez EPSI, un des éléments importants pour nous, c'est que lorsqu'on travaille avec un concept, notamment au niveau de l'évaluation, on doit s'assurer de bien comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Alors, on va regarder très rapidement qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la théorie et le modèle actuel que nous, on utilise pour l'intelligence émotionnelle. Dans un deuxième temps, également rapidement, je vais vous parler de l'impact de l'intelligence émotionnelle. Alors, on s'entend tous pour dire, soit comme intervenant, comme gestionnaire ou même comme employé dans une organisation, que le concept d'intelligence émotionnelle semble être quelque chose qui est important. Ce qu'on va regarder, c'est qu'il y a eu plusieurs études qui ont été faites et finalement, c'est quoi l'impact que ça a sur les personnes et sur les organisations. Et un peu plus tard, on va voir particulièrement en contexte de relance économique qu'on est présentement. Je vais ensuite laisser la parole à Vicky-Anne qui, elle, va nous parler de la santé mentale, des conflits et de l'intelligence émotionnelle. Alors, cette partie-là de la présentation va être un petit peu plus individuelle, c'est-à-dire qu'on va parler de la personne. Donc, qu'est-ce qu'il y en est au niveau de l'intelligence émotionnelle? Comment est-ce qu'on peut gérer l'intelligence émotionnelle au point de vue personnel? Et finalement, Annick va s'occuper de la dernière partie qui, elle, va être plus au niveau du leadership et plus au niveau organisationnel.
Alors, donc, à la fin de chacune des interventions, la mienne, celle de Vicky-Anne et de Annick, on va vous laisser une période si vous avez des questions. Donc, simplement les passer au niveau du clavardage et Pascal va nous les transmettre. En ce qui est trait au modèle d'intelligence émotionnelle, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est très récent comme compréhension, en tout cas comme modèle. En fait, ça remonte à Darwin en 1872 qui disait que l'expression des émotions chez l'homme et les animaux a été un livre qu'il a écrit et qui, évidemment, à l'époque, avait reçu un accueil très froid parce que les gens avaient de la difficulté à se faire comparer aux réactions que pouvaient avoir les animaux. Par contre, on sait très bien depuis cette époque-là que les émotions, c'est un élément qui est fondamental. Et vous allez le voir un petit peu plus tard, Vicky-Anne va toucher à cet élément-là, le fait que même notre cerveau est divisé en différentes parties et certaines parties du cerveau sont plus spécifiquement reliées à la gestion des émotions. Il y a eu depuis de nombreux chercheurs qui se sont intéressés au concept. En fait, lorsqu'on a fait la revue de la littérature, il n'y a pas tellement longtemps, on a dénombré 16 215 études scientifiques qui avaient été faites spécifiquement sur l'intelligence émotionnelle. Alors donc, on en connaît quand même pas mal. Et rapidement, on a pu identifier 6 modèles théoriques différents qui essayaient d'expliquer l'intelligence émotionnelle. Et là encore, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est important de comprendre comment ça a évolué et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Puis pourquoi chez EPSI, on a considéré que c'était un élément important de développer notre propre modèle pour comprendre l'intelligence émotionnelle. Alors donc, si on recule un peu, il y a eu Maillard en 1997 qui, lui, voyait l'intelligence émotionnelle plus au niveau de la compréhension des émotions et du contrôle des émotions. Alors donc, au départ, c'était d'abord et avant tout un petit peu plus intellectuel, de la façon dont on va ressentir nos émotions, les comprendre, et également s'assurer d'un contrôle. Un petit peu plus tard, Petrine, enfin plus récemment, en 2007, lui a développé un modèle qui est associé au trait. Et ça, c'est une tendance dans la littérature qui est quand même assez importante, qui va dire que l'intelligence émotionnelle, finalement, c'est un peu une partie de la personnalité. Alors donc, il y a des gens qui vont avoir une personnalité qui va être distinctive au niveau de leur plus grande capacité à démontrer de l'intelligence émotionnelle, alors qu'il y en a d'autres qui vont éprouver plus de difficultés. C'est donc comme un continuum. Alors donc, ce qu'on voit ici, c'est que c'est vraiment une approche qui va être plus axée sur la personnalité des gens. Le troisième modèle, c'est celui de Bar-On en 1997, qui, lui, voulait avoir un modèle mixte. C'est-à-dire que lui, ce qu'il disait, c'est que oui, c'est vrai, les traits sont importants. Il existe des éléments de personnalité qui font en sorte qu'on est meilleur ou moins bon par rapport à la gestion de l'intelligence émotionnelle. Mais en même temps, c'est une habileté. Et ça, ce n'est pas négligeable parce qu'une habileté, ce que ça veut dire, c'est que ça peut se développer. Alors que la personnalité a tendance à rester très stable au cours des années, du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Les habiletés, elles, peuvent être modifiées, peuvent être acquises, peuvent être apprises. Alors donc, ça amène, je dirais, un angle un peu différent par rapport à l'intelligence émotionnelle. Le prochain, c'était aussi Bar-On, donc le modèle du quotient émotionnel. Ça a été le premier qui a amené ce concept-là. C'est un concept qui est intéressant parce que ça nous donne dans une espèce de seul chiffre ou un seul concept un peu comment est-ce que les gens se situent par rapport à l'intelligence émotionnelle. Et là, un peu comme on aurait par exemple un quotient intellectuel, où il y a des gens qui sont très, très brillants, qui vont avoir beaucoup de facilité à résoudre des problèmes, d'autres qui vont en avoir moins. Un peu la même chose, le pendant, donc, mais ça va être au niveau émotif. On a eu finalement Meyer qui, par la suite, a fait comme une évolution sur sa propre théorie et qui parle du modèle des 4 facteurs. Et la différence avec son premier modèle qu'on avait vu un petit peu plus tôt, c'est que ce qu'il trouvait important lorsqu'on va regarder les émotions des gens, la gestion émotionnelle des gens, c'est non seulement de comprendre, mais être capable également de faire des distinctions importantes, c'est-à-dire être capable de faire la distinction entre quelqu'un qui est un peu choqué ou quelqu'un qui est en colère. Ça va faire partie donc d'un des éléments qui est important pour la gestion émotionnelle. Et finalement, le modèle qui est très connu, le modèle de Goldman, qui a été établi en 1998, qui est très connu particulièrement dans les organisations, parce que Goldman, lui, ce qui s'est intéressé, c'est à l'intelligence émotionnelle, mais dans le cadre du travail. Donc, beaucoup de modèles, et ces modèles-là, les 6, en fait, encore aujourd'hui, ont des adeptes. Il y a plusieurs études qui vont se pencher sur chacun d'entre eux.
Ce qui fait que lorsqu'on regarde les critiques par rapport comme tel, à l'intelligence émotionnelle et au contenu théorique, c'est que c'est quand même relativement vague. Et c'est un contenu qui est très variable d'une personne à un autre. C'est-à-dire que d'un théoricien à un autre. Il y a également une absence de validité conceptuelle. Alors donc, il n'y a pas un modèle qui est cohérent, qui dit, bien, voici un peu comment est-ce que ça fonctionne du début jusqu'à la fin, quels sont les différents axes qui entrent en ligne de compte. Ce qui fait que souvent, ce qu'on va avoir, notamment lorsqu'on veut mesurer l'intelligence émotionnelle par le biais d'outils d'évaluation qui existent présentement, c'est une série d'informations qui nous sont données sur les gens, mais pas nécessairement rien qui va faire en sorte que ça va être cohérent en lui-même. Et il y a finalement de nombreux désaccords relativement soit à la définition, comment l'évaluer, la signification, ou même les impacts de l'intelligence émotionnelle. Alors donc, on trouvait, nous, que c'était important de développer un modèle cohérent et complet parce qu'un des objectifs qu'on se vise chez EPSI, évidemment, en plus de l'intervention, c'est d'avoir des outils d'évaluation qui mesurent quelque chose, en tout cas, qu'on soit capable de savoir exactement qu'est-ce qu'on mesure. Et c'est la raison pour laquelle on a développé notre propre modèle que je vais vous présenter. Dans le fond, le modèle privilégié est divisé en deux axes. Il y a d'une part l'axe qui est soi par rapport aux autres. Parce que lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, il y a les émotions que l'on ressent, que l'on comprend, que l'on voit, mais sur une base interne. Et de l'autre côté de l'axe, il y a les émotions, mais les émotions par rapport aux autres. Alors donc, c'est un peu différent. Parce que, par exemple, on peut avoir des émotions qui arrivent dans un contexte, une situation particulière. Ça peut être la pandémie qu'on a eue dernièrement où les gens vont réagir de façon émotive. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une difficulté économique, etc. Il y a plein de choses qui vont faire qu'on peut avoir des émotions sans nécessairement que ça implique les autres. Ça va plutôt impliquer des situations ou des environnements. Par contre, beaucoup d'autres situations vont impliquer les autres personnes. Et de l'autre côté, l'autre axe, c'est un axe qui est plutôt interne versus externe, c'est-à-dire que dans la gestion des émotions, il y a d'une part comment est-ce qu'on les ressent et on les traite à l'intérieur, et en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que tu as le côté action. Quelqu'un qui est considéré comme étant avoir une bonne intelligence émotionnelle, non seulement est capable de bien comprendre les émotions, de bien les intégrer, de bien les vivre, mais également faire en sorte d'agir à partir de ces émotions. Ce que ça nous donne, c'est 4 cadrans. Alors, le premier cadran, qui est celui du cadran de soi et des autres, et interne plutôt, ce que ça touche, c'est vraiment le traitement de l'information. Alors donc, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que les personnes sont capables de bien comprendre, de bien identifier leurs émotions et est-ce qu'elles démontrent de l'assurance par rapport à ces émotions-là. Donc, est-ce que les personnes sont stables? Est-ce qu'elles se sentent solides par rapport aux émotions? Fait que donc, tu as une espèce de traitement, mais en même temps, la capacité de dire, oui, je vais avoir différentes émotions, mais je suis capable d'y faire face à ces émotions-là. Je suis capable d'être stable par rapport à ça. Je ne suis pas désemparé face à ces émotions-là. Souvent, pour bien comprendre, ce qu'on regarde, ce n'est pas seulement c'est quoi la maîtrise des émotions, mais qu'est-ce qui arrive chez les gens qui n'ont pas cette maîtrise-là. Alors donc, à l'inverse, quelqu'un qui va avoir de la difficulté dans ce cadran-là, ça va être une personne qui ne comprendra pas ses émotions ou celles des autres. On peut penser notamment à des gens, si on va à l'extrême, qui, par exemple, les personnes qui souffrent d'Asperger, qui ont beaucoup de difficultés à gérer les émotions ou même les comprendre. Et en même temps, qui ont peu confiance en leurs moyens ou qui ont tendance à être anxieux par rapport aux différentes émotions, par rapport aux différentes situations. Le deuxième cadran, c'est le cadran qui touche l'interne et les autres. Alors, encore là, c'est comment est-ce qu'on réagit à l'interne par rapport aux personnes qui sont dans l'environnement. Alors, ici, on parle de l'émotivité. Alors, lorsque les gens font quelque chose, lorsqu'ils vont, ils peuvent nous attaquer, peuvent donner un commentaire, peuvent faire des choses qui peuvent nous plaire ou nous déplaire. Alors, comment est-ce qu'on réagit à ça et comment est-ce qu'on est ouvert généralement aux personnes dans notre environnement? Alors, tout ça, ça se passe à l'interne. Par contre, ça fait référence spécifiquement aux autres personnes. Les gens qui ont de la difficulté avec ça, c'est des personnes qui vont réagir de façon très émotive, par exemple très susceptibles, très impulsifs, et qui vont être fermés par rapport aux autres. Alors ici, on va voir beaucoup de rigidité de la part des gens. Et ça, évidemment, ça va faire en sorte que notre quotient émotionnel va être plus faible. Le troisième cadran, lui, ça touche plus du côté de l'action. On va voir tout les cadrans qui sont à droite touchent à l'action. Et dans ce cas-là, ce qu'on regarde, c'est l'ajustement. Oui, on vit des émotions qui sont soit amenées par les autres ou qui sont amenées par les situations. Maintenant, comment est-ce qu'on réagit à ces émotions-là? Alors, quels sont les outils qui sont à ma disposition?
Est-ce que je suis équipé pour réagir aux émotions que je ressens et aux situations que je vis? Alors, quels sont les outils qui sont à ma disposition par rapport aux différentes situations? Et ça peut inclure le fait que les gens peuvent être plus créatifs, vont démontrer de l'initiative, vont être capables de passer à l'action, vont être capables, par exemple, de faire un peu plus de travail sur ce qui se passe dans leur environnement. Alors, tout ça, ça fait en sorte que c'est des outils qui disent que pour moi-même, lorsque je vis des émotions, bien, je suis quand même équipé pour pouvoir y faire face. Et finalement, la dernière partie, qui est l'externe et les autres, ça touche évidemment comment est-ce qu'on va agir par rapport aux autres, mais définitivement en relation avec les autres personnes. Et là, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est plutôt en termes de contact. Est-ce qu'on va aider les autres? Est-ce qu'on va être empathique? Est-ce qu'on va avoir des bonnes habiletés relationnelles? Est-ce qu'on va tendance à être social, travailler en équipe, etc.? Alors, comme vous voyez, l'ensemble du modèle touche à peu près tous les aspects qui vont être touchés par l'intelligence émotionnelle, tant pour soi-même que les autres, que par rapport à ce qu'on vit à l'interne ou à l'externe. Rapidement, en terminant, c'est quoi les impacts de l'intelligence émotionnelle? Je vous ai mentionné tantôt qu'il y avait au-delà de 16 000 études qui avaient été faites sur l'intelligence émotionnelle. Quand on regarde les études, par exemple, il y en a une récente qui dit au niveau de la rétention des employés, lorsque les gestionnaires, les leaders démontrent beaucoup d'intelligence émotionnelle, le taux de rétention est presque 100 %, alors que les gestionnaires qui démontrent des caractéristiques qui sont plus traditionnelles, moins axées sur une bonne gestion des émotions, fait en sorte que le taux de rétention est beaucoup plus faible. Beaucoup d'autres études également ont démontré que lorsque les gens ont une bonne intelligence émotionnelle, particulièrement les cadres, particulièrement les gestionnaires, les superviseurs, ça va augmenter l'engagement des employés, ça va augmenter le rendement au travail, ça va augmenter la citoyenneté organisationnelle, donc comment est-ce que les gens vont être courtois, vont avoir une bonne conscience, vont être altruistes. On va avoir également une meilleure gestion du stress. Donc, les gens, généralement, les employés vont se sentir moins stressés lorsqu'ils vont avoir à travailler avec des personnes qui ont un bon quotient émotionnel. Ça augmente la créativité. Ça augmente également, de façon surprenante, mais tout de même, la santé et sécurité au travail. Beaucoup d'études vont démontrer que l'intelligence émotionnelle va avoir un impact direct sur la qualité du leadership. Et finalement, on a même vu que dans les organisations où les leaders démontraient une bonne intelligence émotionnelle, il y avait beaucoup moins de difficultés au niveau juridique, notamment des griefs, au niveau de toutes les poursuites qui peuvent être faites contre une organisation, simplement parce que les gens démontrent cette capacité-là à bien gérer les émotions. Je vais maintenant laisser la parole à Vicky. En fait, non, peut-être que vous avez des questions à ce stade-ci, Pascal. Donc, non, à l'heure actuelle, on n'a pas reçu de questions. On vous invite à le faire là, tout au long du webinaire. Donc, je vais pouvoir poser les questions aux conférenciers par la suite. Puis le faire via la boîte Q&A. Parce que c'était bien clair, André, ta présentation. Donc, peut-être un peu plus tard, vous allez avoir d'autres questions à poser qu'on pourra faire à la fin. OK, pas de problème. Alors, dans ce cas-là, je vais passer la parole à Vicky-Anne qui va nous parler de l'intelligence émotionnelle dans un aspect qui est un petit peu plus individuel, personnel. Parfait. Merci beaucoup, André. Le modèle darwinien de l'évolution, tel qu'on l'a vu plus tôt durant la présentation, soutient que les espèces vivantes ne sont pas des catégories fixes. Au fait, elles vont se diversifier et elles vont évoluer avec le temps. Et pourquoi? Pour s'adapter à leur environnement qui, effectivement, est en constante évolution. Car si elles n'arrivent pas à s'adapter, c'est important de reconnaître qu'elles vont finir par disparaître. Donc, le modèle darwinien de l'évolution, on peut dire, évidemment, peut être observé chez l'être humain. Et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, surtout parce qu'on parle de santé mentale, c'est le cerveau et qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau. Donc, si vous voyez ici l'image à la gauche, j'aimerais tout simplement attirer à votre attention la différence qui est démarquée entre le cerveau, la boîte crânienne de l'Australopithèque qui se situe vraiment au bas de l'image en comparaison avec l'image de l'Homo sapiens ou la boîte crânienne de l'Homo sapiens. Vous allez remarquer que la partie frontale de l'Australopithèque, elle est aplatie alors que celle de l'Homo sapiens est plutôt bombée. Pourquoi?
La raison, c'est parce qu'avec l'évolution, on remarque que le cerveau a également grossi. Donc, il y a eu un changement dramatique au niveau de la taille. Et donc, à cause des différentes circonstances de l'environnement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu un besoin plus poussé au niveau des analyses, au niveau du raisonnement logique. Et puis, donc, ça fait en sorte que la partie frontale s'est développée davantage. Donc, si vous voyez ici, évidemment, à la gauche, il y a une grosse différence entre le cerveau ici de l'Australopithèque et puis juste au haut de l'écran ici avec l'Homo sapiens. Et puis à la droite, il y a une différence au niveau de taille entre le troglodyte et l'Homo sapiens. Vous voyez vraiment une grosse différence. Donc, je disais effectivement qu'il y a eu des changements. Et pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel l'être humain était placé a évolué. Si on compare, disons, l'homme des cavernes en comparaison avec ce que j'aime dire l'homme des cubicules, et pardonnez-moi pour l'anglicisme d'aujourd'hui, c'est que à l'ère de l'homme des cavernes, il y avait vraiment deux besoins fondamentaux. C'était le besoin de survie. Donc, il fallait se nourrir, il fallait se vêtir et peut-être se loger. Mais avec le temps, on a eu des exigences qui se sont développées, s'y sont rajoutées. Il y a eu des couches de complexité. Et donc, effectivement, le cerveau a été obligé de s'adapter, l'être humain a été obligé de s'adapter à son nouvel environnement. Et donc, il y a des nouvelles compétences et traits qui se sont développés en conséquence. Donc, on voit qu'une des théories, c'est le cerveau trionique. Et il y a eu vraiment trois grandes évolutions, des évolutions majeures du cerveau humain au cours des siècles. Donc, on parle effectivement du cerveau reptilien. Donc, cerveau reptilien, puis si j'avais vraiment comme un modèle devant moi, et ça va être dans la prochaine diapositive au fait, cerveau reptilien se situe vraiment comme plus à la base, vraiment comme proche de la moelle épinière, juste en arrière ici. Et le cerveau reptilien s'occupe vraiment de ce qu'on appelle les fonctions vitales de la coordination des mouvements et de la survie. Et puis ensuite, on parle aussi qu'il y a eu l'évolution avec le cerveau mammalien ou encore le système limbique. Et on parle que cette partie-là vraiment du cerveau s'occupe des émotions, des passions, aussi de la mémorisation. Et enfin, on parle du cortex préfrontal ou le néocortex, qui est vraiment une partie ici, quand on dit préfrontal, c'est vraiment ici, donc la partie plus frontale du cerveau. C'est vraiment là où est-ce que le traitement logique de l'information, des perceptions sensorielles, des commandes motrices, volontaires, du raisonnement et de la conscience et du langage. Donc, vraiment la partie frontale, c'est la partie la plus imposante du cerveau, car elle comporte environ 80% du poids de notre cerveau actuel. Et c'est un peu comme ça que c'est illustré. Donc, quand on voit le cerveau reptilien, je ne sais pas si vous voyez les petites lignes ici, la partie en rouge. Ici, la partie en rouge, généralement, se réfère au cervelet, qu'on appelle comme le mini-cerveau ici, là. Donc, le cerveau reptilien s'occupe vraiment de notre survie. Et on parle souvent dans le cerveau reptilien des principes, des mécanismes de foncer, de fuir ou de figer, ou en anglais, on l'a souvent dénoté comme étant le fight or flight. Donc, quand on est confronté à une situation ou à une menace, c'est à ce moment-là qu'on a comme l'instinct de soit fuir, de figer ou de foncer. Tandis que le système limbique ou bien le cerveau mammalien, c'est vraiment l'endroit où on gère les émotions, les passions. Vraiment la partie en jaune qui est illustrée ici. Et enfin, le néocortex, comme vous voyez, c'est la partie en bleu. Donc, c'est vraiment là où c'est le siège de la rationalité des analyses complexes. Donc, depuis la déclaration de la pandémie de la COVID-19, des impacts majeurs ont eu lieu sur la santé mentale des gens. On se dit pourquoi? Mais parce qu'il s'agit d'une épidémie mondiale dont les retombées ont été dévastatrices. Et en raison du choc éprouvé, plusieurs personnes se trouvent en situation de survie. Donc, ce qui arrive, c'est que la partie du cerveau reptilien et le système limbique deviennent alors activés. Donc, et en effet, et juste pour illustrer le point, selon Jeremiah, il y a eu au-delà de 500 millions de personnes qui ont fait une recherche dans Google avec les termes coronavirus et préoccupation, et plus d'1 milliard de personnes qui ont fait une recherche encore dans Google avec les termes coronavirus et anxiété, et en vue d'essayer de pouvoir gérer l'anxiété, la préoccupation qui ont découlé justement de cette épidémie ou cette pandémie, parce que c'est vraiment une situation qui est extraordinaire.
Donc, comme les personnes sont préoccupées, elles tentent d'essayer de contrôler une situation qui est a priori incontrôlable parce que c'est du tout nouveau, c'est du jamais vécu. Alors, notre monde, du jour au lendemain, a été confronté à une situation exceptionnelle et on a été appelé à essayer de mettre des solutions, des stratégies en place pour essayer de naviguer le tout. Elles vont, ces personnes-là, donc tenter de trouver des stratégies afin qu'elles puissent utiliser ou puissent regagner une certaine stabilité ou un contrôle pour regagner leur tranquillité d'esprit. Enfin, la situation dépeint à quel point la partie du cerveau qui gère le mécanisme de survie, donc en l'occurrence le cerveau reptilien, est en état d'activation. Bon, donc, quand on a justement, et mon collègue André le disait au début, on parle d'intelligence émotionnelle. Une personne qui bénéficie d'une intelligence émotionnelle un peu plus élevée a la capacité justement de bien faire le traitement de l'information qui lui est présentée, de gérer ses émotions, de les reconnaître, de les nommer, ainsi que d'être en mesure de reconnaître et de nommer les émotions des autres aussi. À l'inverse, la personne qui ne comprend pas les émotions ou qui a un taux d'intelligence émotionnelle un peu plus diminué va avoir plus de difficultés à comprendre les émotions ou celles des autres et avoir peu de confiance en ses moyens qui va avoir tendance à être plus anxieux ou anxieuse. Donc, dans une situation comme la pandémie, alors que le cerveau reptilien est plus activé, ce que ça fait, c'est que on est plus au niveau émotionnel, puis nos habiletés d'intelligence émotionnelle sont légèrement réduites parce que quand on est vraiment épris au niveau des émotions, on a un peu plus de difficulté à raisonner de façon analytique. Donc, vraiment, de tenir ça en compte quand on est dans une situation exceptionnelle. Donc, la capacité de traitement de l'information, de la compréhension, de la maîtrise de ses émotions, elle est cruciale, surtout en période de stress et maintenant en période de relance. Cette capacité de traitement va dicter justement, dans une certaine mesure, nos réactions face aux stimuli qui sont présentés à l'externe, qui nous sont présentés à nous. Donc, évidemment, la personne qui va bénéficier d'un taux d'intelligence émotionnelle un peu plus élevé va être en mesure de vraiment réagir émotivement aux stimuli externes de façon adéquate, tandis que celles qui ont un niveau d'intelligence émotionnelle un peu plus réduit vont avoir de la difficulté ou vont peut-être avoir la tendance de réagir de façon un petit peu plus impulsive ou être plus susceptible ou être plus fermée par rapport aux autres. Donc, juste pour illustrer dans le quotidien de tous les jours à qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, je vous propose un exemple pratique. Et puis, évidemment, c'est un exemple qui peut s'appliquer dans le contexte organisationnel, mais probablement que vous avez vécu une situation similaire en allant faire des épiceries, par exemple, parce que notre réalité, elle a changé dramatiquement depuis que l'OMS a déclaré qu'il y avait une pandémie et que le monde a été affecté. Donc, voici l'exemple. Vous réintégrez le marché de travail. Donc, on est dans une situation très hypothétique et on a dessiné une ligne jaune sur le tapis pour séparer le couloir en deux afin justement de, je vais le dire comme ça, entre guillemets, de rediriger le trafic, donc entre les personnes qui rentrent et les personnes qui sortent de l'organisation. Donc, vous devez donc obligatoirement suivre les indications afin de vous assurer que vous maintenez la distanciation sociale. Donc, toujours s'assurer que les personnes qui rentrent se maintiennent à droite et les personnes qui sortent se maintiennent à gauche, un peu comme quand on suit des flèches dans l'épicerie, là, quand on doit aller faire nos emplettes. Donc, la situation est que vous devez vous rendre à une réunion et vous accusez déjà un retard. Donc, vous décidez de marcher un peu plus rapidement que d'habitude. La personne, par exemple, qui s'occupe de livrer le courrier, bloque votre passage avec son chariot. Et puis là, vous vous souvenez que vous ne pouvez pas vraiment vous mettre dans la voie de gauche, il faut que vous restiez dans la voie de droite parce que vous êtes à l'intérieur puis vous n'êtes pas en train de sortir. Donc, c'est comme, puis vous ne possédez pas un clignotant là, comme les voitures là, pour changer de voie, là, ça ne fonctionne plus comme ça. Là. Mais parce que vous êtes pressé, vous dites « Oh, ben je vais changer de voie, puis il faut vraiment que j'aille voir mon gestionnaire, là, fait qu'il faut que j'aille participer à la réunion, fait que je m'en vais dans l'autre voie quand je ne devrais pas être dans la voie de gauche. » là.
Puis la personne qui s'occupe du courrier se sent donc menacée parce que là, elle se sentait peut-être poussée dans le dos un peu. Puis là, elle se rend compte, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle s'en va dans l'autre, dans l'autre couloir, elle devrait pas être là. Fait que là, elle a cette tendance-là de répondre, elle va être très soupe au lait. Puis là, elle vous dit quelque chose comme, vous savez, monsieur, vous savez, madame, c'est 6 pieds. Bon, pour comme maintenir la distance. Donc, il y a un ton sarcastique qui sort. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui arrive ici? Donc, si on prend le temps d'analyser l'exemple, là, on va faire vraiment appel aux fonctions de l'intelligence émotionnelle. On va utiliser notre néocortex ensemble. Ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait avancer comme hypothèse, c'est que la personne est peut-être très anxieuse à cause de la situation actuelle. C'est normal, c'est du jamais vécu. Elle se trouve ou peut-être croit se trouver en situation de survie. Et donc, son cerveau reptilien est activé, son système limbique aussi, les émotions, les passions sortent de tous bords, tous côtés. Elle va donc tenter de se protéger pour essayer de contrôler son environnement. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, les mécanismes soit de foncer, fuir ou de figer vont être activés. Puis parce qu'elle est en mode de survie, elle va avoir la difficulté peut-être de raisonner logiquement. Conséquemment, elle va risquer peut-être de ne pas avoir les mécanismes nécessaires ou bien les principes de l'intelligence émotionnelle, où son intelligence émotionnelle va être sensiblement réduite parce qu'elle ne semble pas comprendre ses émotions, tout en peut-être négligeant ou en ne sachant pas comment comprendre celles des autres, ce qui a comme résultat de l'anxiété et peut-être une réaction un peu forte, peut-être un peu démesurée pour le contexte actuel. Donc, c'est quoi les conséquences qui peuvent découler de ce comportement-là? Mais ce qu'on peut dire, c'est que les besoins exprimés de la personne sortent un peu de manière gauche et maladroite. Son ton sarcastique le démontre d'ailleurs. Et plutôt que d'obtenir le résultat escompté, elle risque de provoquer l'autre personne, donc vous, là, on va dire que vous êtes l'autre personne, vous devez vous rendre à votre réunion, elle risque de venir vous provoquer, vous chercher. Donc, conséquemment, vous, la personne qui se fait accoster, risque peut-être d'avoir une des 3 réactions possibles. Vous risquez peut-être de fuir. Donc, peut-être que ça va se traduire que vous allez rouler vos yeux dans votre tête puis dire « Oh, franchement », puis juste comme continuer à faire votre petit bonhomme de chemin. Ou vous risquez peut-être d'être plus fonceux ou fonceur ou fonceuse puis dire « Mais là, mange la chenoute, tu te prends pour qui? Tu te prends pour mon père ou ma mère? » Fait que là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer de la défensive à l'intérieur. Ou, si vous êtes plutôt comme moi, je vais l'avouer, vous allez peut-être vous allez figer sur place, puis vous faire comme oui, OK, puis pas trop savoir sur quel pied danser. Donc là, qu'est-ce qui peut être une conséquence ou une résultante de tout ceci? C'est que ça peut parfois déboucher en conflit, surtout si vous êtes fonceur ou fonceuse ou si vous avez tendance à être plus sur la défensive. Donc, souvenez-vous que le vieil adage « on n'attire pas les abeilles avec du fiel, mais on les attire avec du miel » peut s'appliquer ici. Et puis, le conflit a le même impact sur le cerveau qu'une situation de choc comme la pandémie et ça peut venir déstabiliser l'être humain, mais peut-être d'une sévérité sensiblement moindre. Et pourquoi? Tout simplement parce que les besoins de l'un ou le besoin de l'un n'est pas rencontré par l'autre ou ne sont pas rencontrés par l'autre. Donc, ce qui arrive encore, on réactive de nouveau le cerveau reptilien qui s'occupe du mécanisme de survie chez l'être humain. Donc, qu'est-ce qui peut se produire si, disons, il y a des conflits en période de relance? Bien, si effectivement ça existe, les personnes, il faut se souvenir, si on dispose d'une plus grande intelligence émotionnelle, on va être plus apte à traiter l'information, à maintenir une tranquillité d'esprit face à la situation qui est plutôt difficile ou la situation conflictuelle. Ces personnes-là vont reconnaître leurs émotions, elles vont reconnaître celles d'autrui, elles vont être en mesure d'ajuster leur comportement, ajuster leur réaction afin de ne pas venir provoquer l'autre personne. Elles vont avoir tendance à utiliser des mécanismes beaucoup plus efficaces de communication comme le message « je », les énoncés axés sur les intérêts et non sur les positions. Puis elles vont maîtriser leurs émotions et passions. Puis ça peut se traduire juste par le ton de voix. À l'inverse, on se souvient, la personne qui a plutôt un niveau d'intelligence émotionnelle réduit risque de réagir de façon très émotive, de façon impulsive, tel qu'illustré dans l'exemple pratique, donc le ton sarcastique de la personne. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme solution? Donc, si on reprend l'exemple pratique, quelle serait de meilleure façon d'adresser la situation, d'adresser la personne? Bien, si c'est la personne qui a besoin de dépasser l'autre, on va dire que c'est vous qui avez besoin de dépasser l'autre, plutôt que juste de réagir spontanément, peut-être tout simplement vous dire
Excusez-moi, je suis pressée et j'aimerais bien pouvoir respecter la distanciation sociale. Pourrais-je vous demander de vous dépasser afin que je puisse arriver à mon rendez-vous à l'heure ou puis-je vous demander de juste tasser votre chariot pour que je puisse vraiment maintenir le 6 pieds? J'apprécierais beaucoup, merci. Donc, la raison pour laquelle j'ai mis le je suis et j'aimerais en gras, ça démontre justement le message je. Donc, ça, c'est une technique de communication très efficace. Et puis, le j'aimerais bien pouvoir respecter la distanciation sociale. Ça, c'était un énoncé qui est axé sur les intérêts et non pas les positions. C'est-à-dire que j'ai le même intérêt que l'autre personne et qui est vraiment de respecter la distanciation sociale telle qu'elle a été recommandée par le gouvernement, l'autorité publique et la santé publique. Donc, l'autre exemple, si disons que je suis la personne qui a été dépassée dans le couloir et que j'ai vraiment pas apprécié, l'autre façon d'agir, on pourrait dire tout simplement, excusez-moi, je me suis rendu compte que vous aimeriez passer. Pouvez-vous me donner un petit instant pour que je puisse repositionner mon chariot et vous pourriez passer? C'est juste dans l'intérêt de maintenir la distanciation sociale. Encore, on remarque énoncé axé sur les intérêts et non pas les positions. On remarque l'utilisation du message « je me suis rendu compte que vous aimeriez passer ». Donc, ça va demander effectivement un certain doigté, un peu de pratique, surtout dans cette période d'incertitude-là dans laquelle on est présentement confronté, pour justement être capable de réajuster le tir, puis de développer probablement un peu plus de patience en cours de route. Donc, ça termine la section sur santé mentale et conflit. Puis j'aimerais maintenant céder la parole à ma collègue Annick, à moins qu'il y ait des questions, Pascal. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Vicky-Anne. On a reçu une question, donc je ne sais pas qui d'entre vous pourrait y répondre. On cherche à savoir si, peut-être plus André, dans la littérature, s'il y avait des chiffres par rapport au mal-être au travail en lien avec l'intelligence émotionnelle. Oui, il y a eu beaucoup d'études qui ont touché au fait que l'intelligence émotionnelle va être reliée notamment à comment est-ce que les personnes se sentent dans leur environnement. Alors, les personnes qui ont un bon niveau d'intelligence émotionnelle vont généralement être beaucoup moins anxieux, avoir un tempérament qui est beaucoup plus stable dans ces situations-là. Si vous voulez savoir exactement s'il y a un chiffre, donc des comparaisons, oui, ça existe. Maintenant, je ne pourrais pas vous donner la réponse immédiatement, mais ça va me faire plaisir de mettre à votre disposition cette information-là. Mais effectivement, il y a définitivement un lien entre le niveau d'intelligence émotionnelle et le niveau d'anxiété qui est vécu par les personnes. Okay. Super, merci. Puis, une autre question à savoir, comment l'intelligence émotionnelle évolue à travers le temps? Donc, on parle de facteurs environnementaux, où il y a une partie qui est plus innée dans sa personnalité, puis après, selon les gens qu'on côtoie, comment est-ce que ça peut évoluer à travers le temps? Ouais, c'est une excellente question, puis ça touche en fait justement aux différents modèles qu'on a vus. Au départ, c'est clair qu'il y a des gens qui vont arriver au monde avec un niveau d'intelligence émotionnelle qui est plus élevé que les autres. Fait qu'il y a une partie qui est innée et cette partie-là n'est pas négligeable. En fait, elle est assez importante. Plusieurs études, notamment, qui ont été faites par rapport aux jumeaux identiques, par exemple, qui ont été élevés ensemble ou qui ont été élevés séparément, qui démontrent clairement que beaucoup des comportements et des façons de faire des personnes, notamment la gestion des émotions, va être axée sur un aspect qui, lui, est plus inné. Ceci étant dit, comme on a vu dans les théories, il y a eu quand même une évolution qui dit que oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est aussi une certaine habileté. C'est-à-dire que peu importe comment on arrive, il y a des gens, la plupart d'entre nous peuvent évoluer là-dedans. C'est un peu la même chose si je fais un parallèle. Il y a des gens qui ont des capacités musicales absolument extraordinaires. On le voit sur l'Internet maintenant, des enfants de 6 ans, 7 ans qui vont jouer comme des virtuoses sur un piano. Puis il y en a d'autres qui vont peiner pendant des années juste à faire finalement une chanson qui est relativement simple. Mais dans les deux cas, les deux peuvent s'améliorer. Et c'est ça qui est intéressant avec l'intelligence émotionnelle, c'est que dans un premier temps, si on est capable d'identifier où est-ce qu'on est, il y a un certain nombre d'étapes, un certain nombre de comportements qu'on peut faire pour faire en sorte qu'on peut évoluer. Alors évidemment, les gens qui ont beaucoup de difficultés ne deviendront jamais des artistes d'intelligence émotionnelle. Par contre, ils vont être capables d'arriver à un point qui est beaucoup plus avancé. Il va leur permettre justement de mieux gérer les émotions. Les gens qui sont très forts au départ, bien évidemment, ils ont une longueur d'avance.
peuvent toujours l'utiliser et continuer à se peaufiner, mais ces personnes-là, ils ont moins de chemin à faire pour atteindre un niveau de maximal. OK, super. Donc, merci André et Vicky-Anne. Donc, on va passer la parole maintenant à Annick. Merci Pascal. Donc, pour compléter les propos de mes collègues André et Vicky-Anne, on a compris que ce que je ressens impacte ce que je fais. En tant que personne, mais aussi, évidemment, si je suis un leader, d'autant plus. Puis c'est d'où l'intérêt d'ailleurs de développer un modèle de l'intelligence émotionnelle, c'est de rendre accessible ce concept-là. Puis quand on parle de le rendre accessible, bien, vous allez le constater à travers nos discussions, la présentation, bien, c'est d'être capable de faire des liens entre les compétences, entre différentes compétences pour développer le concept de l'intelligence émotionnelle, puis être capable de mieux l'appliquer sur soi, mais également par la suite sur les autres. Puis il y a plusieurs parallèles à faire entre le leadership et l'intelligence émotionnelle. Avant d'aller dans le vif du sujet, je serais curieuse de vous entendre, en fait. Évidemment, pour bien maîtriser l'intelligence émotionnelle, un des facteurs de base, André le disait, il faut apprendre à se connaître. Puis pour ça aussi, bien, il faut apprendre à parler d'émotions, avoir un répertoire de vocabulaire pour être capable de les nommer, les émotions, reconnaître les bonnes au bon moment, mais aussi des fois l'envergure, l'intensité de ces émotions-là. Quelle est l'émotion que vous vivez, vous, depuis 3 mois, là, dans cette pandémie-là, la crise, la relance, peu importe dans quelle phase vous êtes? Je serais curieuse de vous entendre via le chat. Puis Pascal, je vais te solliciter dans quelques instants pour me partager quelques mots-clés anonymes. Mais si vous aviez à nommer une émotion que vous vivez depuis le début de la crise, quelle est cette émotion-là? On va y revenir dans quelques instants. Puis, le parallèle entre le leadership et l'intelligence émotionnelle, bien, entre autres, c'est qu'il y a 2 facteurs à considérer. Autant si on veut bien appliquer l'intelligence émotionnelle que si on veut bien la développer. Dans un premier temps, c'est le contexte. Dépendamment du contexte, bien, je vais peut-être avoir besoin de plus ou moins d'intelligence émotionnelle. On va voir le contexte actuel, entre autres, dans lequel il y a beaucoup d'informations. Bien, c'est sûr que c'est un contexte qui nécessite qu'on la traite, cette information-là, peut-être davantage également qu'à l'habitude. Puis c'est un contexte également donc, qui nous amène potentiellement, la plupart de nos organisations, à ne pas être dans un mode de stabilité, mais plus dans un mode de changement. Donc ça aussi, ça nécessite des réactions et des ajustements qui peuvent être plus ou moins difficiles. Et l'autre facteur aussi qui est important à considérer par rapport à l'intelligence émotionnelle, bien, c'est évidemment les gens. Puis ça inclut autant soi-même que les autres personnes également avec qui on interagit. Chaque personne va vivre différemment la crise. Pour ça, d'ailleurs, je vous pose la question, on va probablement avoir des émotions qui sont différentes. Puis parce qu'on le vit différemment, bien, d'où l'importance du fameux concept du modèle qu'on vous présente, l'intelligence émotionnelle, qui est de, traiter l'information, donc bien comprendre qu'est-ce que mes gens vivent, qu'est-ce que moi je vis dans la situation. Deuxièmement, pour être capable de bien y réagir, avec le bon niveau d'ouverture, mais aussi une bonne prise de recul, qui est encore une fois, là, cohérente avec le niveau d'action qu'il faut prendre, puis avec le niveau de créativité aussi, des fois, qu'il faut avoir pour trouver des nouvelles solutions, puis faire en sorte que nos gens s'adaptent bien, puis rencontrent aussi les objectifs là, du groupe et de l'équipe. Puis finalement, bien, c'est comme ça qu'on arrive à bien entretenir différents contacts, c'est quand on prend en considération des différentes forces, des différentes vulnérabilités des gens, puis on cherche évidemment à en faire un tout qui est plus efficace ensemble. Donc, il faut s'adapter autant par rapport au contexte que par rapport aux personnes en tant que leader. Puis, à ce stade-ci, Pascal, est-ce que tu peux me partager quelques réponses qui ont émergé du chat? Oui, certainement. On en a reçu plusieurs. Donc, on a un sentiment d'impuissance, un manque de relation, bien d'accord. On a aussi de l'inquiétude là, qui ressort. Puis, on a également de la tristesse de ne pas pouvoir voir des gens, bien évidemment, de ne pas pouvoir voyager. On a aussi de l'exaspération par rapport aux consignes. Le stress d'avoir à contaminer les autres. On a aussi de la confusion. Donc, plusieurs émotions qui, encore une fois, sont différentes, dépendamment de vos réalités, de vos contextes particuliers. Vous avez aussi une manière différente de réagir. Si je vous pose la question, à quel point cette émotion-là que vous nous avez partagée, vos collègues avec qui vous travaillez, ils la connaissent, que vous vous sentez présentement comme ça. Des fois, comme personne ou comme leader, on ne va pas toujours avoir ce réflexe-là de partager nos vulnérabilités. Puis évidemment, il y a des bonnes ou des moins bonnes façons de le faire. On ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, mais c'est important en même temps de s'ouvrir, d'être capable de reconnaître quand on vit des émotions à
la fois positives, mais aussi plus difficiles, pour aller chercher du soutien puis du support. Dans le développement de l'intelligence émotionnelle, ça passe beaucoup, on l'a dit, par la connaissance de soi, la prise de conscience de soi, mais par le rapport avec les autres aussi. Puis le contexte actuel, qui tant au niveau social, économique, politique, organisationnel et surtout humain, nous apporte beaucoup de défis, beaucoup d'informations. Mais bien que ce soit difficile, c'est une excellente occasion pour développer notre intelligence émotionnelle parce qu'il y a une présence de défis qui sont multiples. L'autre élément, également, dans la prise en considération, on a parlé du contexte, mais aussi les gens avec qui on travaille, parce qu'on a tous un rôle à jouer aussi dans la collaboration, dans le travail d'équipe qu'on a avec nos pairs. Par exemple, dans l'image de gauche, où on a une équipe qui nous semble cohésive, collaborative, où les gens sont à l'écoute, prennent en considération les besoins des autres, puis vous l'avez déjà potentiellement vécu par vos expériences de travail, mais il ne faut pas nécessairement beaucoup de grands changements parfois pour casser une dynamique de travail, pour amener certains conflits ou certains comportements non productifs qui sont illustrés, entre autres, dans l'image de droite, où notre personne à gauche, la femme, semble préoccupée, potentiellement qu'elle porte des jugements sur la situation actuelle, sur la présentation de son collègue au milieu, qui d'ailleurs, ce collègue, ne semble pas nécessairement à l'écoute, faire une bonne lecture de la situation et de ses collègues qui ne semblent pas attentifs à sa présentation. Maintenant, potentiellement qu'on peut tous se retrouver dans l'une ou l'autre des situations en fonction des contextes. Puis donc, c'est pour ça qu'il faut le comprendre, notre contexte. Puis ça, c'est pas évidemment une lecture qu'on fait une fois, puis qui est bonne pour 6 mois, 1 an. Surtout pas dans le contexte actuel. Cette lecture-là du contexte, on doit la faire quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour, dépendamment de nos rôles. Puis évidemment aussi, cette lecture-là, on doit la faire sur nos gens. Puis tout comme le contexte, nous, comme personnes aussi, on évalue rapidement dans un contexte de pandémie ou de relance, de gestion du changement, comme on le vit présentement. Donc, avec qui vous voulez travailler, quel genre de collaboration vous voulez créer. Évidemment que le contexte, entre autres pour certains, de télétravail ou de distanciation physico-sociale, apporte différents défis, mais on a un rôle à jouer. C'est sûr que comme leader, ça ne devient pas juste un rôle, c'est presque une exigence à ce moment-là, d'avoir un impact sur le niveau de collaboration. Puis d'être capable d'identifier les comportements productifs, mais les attitudes aussi qui le sont moins, pour avoir le courage, idéalement, de les adresser et d'aider les gens également, donc à évoluer dans leur comportement. Il ne faut pas sous-estimer à quel point, en tant que leader, on est capable, par nous-mêmes, en étant un bon modèle, notamment dans la maîtrise de des composants de l'intelligence émotionnelle, qu'on peut être capable de développer les habiletés des gens. On va faire d'ailleurs un parallèle dans quelques instants là, entre notamment un résultat du leader versus qu'est-ce que pourrait donner un résultat d'une personne qui voudrait se mesurer là, à l'intelligence émotionnelle. Donc, maintenant qu'on prend en considération notre contexte, puis nos gens, bien là, par la suite, on veut potentiellement la développer, cette intelligence-là émotionnelle. Puis encore une fois, il faut être réaliste par rapport au degré d'intelligence émotionnelle qu'on veut développer. On n'a pas tous le besoin, ni les capacités non plus de devenir un grand maître de l'intelligence émotionnelle qui correspondrait à quelqu'un qui a toujours le comportement et l'attitude adéquate dans toutes les situations et qui est en mesure de transcender, donc de partager ses connaissances et ses réflexes-là. Comme me le mentionnait André, on ne part pas tous du même niveau. Puis moi, j'aime bien comparer le développement de l'intelligence émotionnelle, par exemple, au développement de la musculation. Comme André le disait, on n'a pas tous les mêmes capacités à la base pour développer l'intelligence émotionnelle. C'est un petit peu la même chose avec notre musculature. Ça peut prendre plus ou moins d'efforts, ça peut prendre plus ou moins différentes techniques pour pouvoir le faire. Mais pour maintenir une bonne intelligence émotionnelle, comme pour maintenir potentiellement une belle musculature de biceps, évidemment qui n'est pas représenté ici, c'est un exemple fictif, il faut le faire d'une manière qui est régulière. Il faut également être réaliste par rapport à nos différentes capacités, puis par rapport aux besoins de notre environnement. Parce que peut-être certaines composantes de l'intelligence émotionnelle qui sont plus importantes que d'autres, ou qui sont plus faciles que d'autres à développer, ou qui auront davantage d'impact dans votre travail par la suite. Donc, faire un choix conséquent par rapport à quelle composante, mais aussi à quel niveau on veut se retrouver. Ici, cette illustration-là, c'est tiré notamment de Dreyfus, qui explique les différents niveaux de développement d'une compétence. On peut chercher donc fondamentalement, surtout à rechercher la compétence, donc qui est la plupart du temps d'adapter un bon comportement dans différentes situations. Et bien évidemment qu'un rôle de leader nous amène potentiellement à un niveau d'intelligence émotionnelle qui devra être plus élevé, donc voire être efficace, où on va dire que la personne va souvent appliquer le comportement et arriver à un niveau d'expert à certains égards, où c'est presque dans toutes les situations qu'on va arriver à utiliser le bon niveau d'intelligence émotionnelle. Donc, si je gère une équipe d'une personne ou si je suis toute seule, je n'ai pas encore là besoin du même niveau d'intelligence émotionnelle que si, par exemple, je gère une caserne d'incendie, une municipalité ou un service de santé.
Donc, j'espère que jusqu'à présent, c'est bien clair. Évidemment, n'hésitez pas à poser des questions si jamais là, il y en a. Est-ce que jusqu'à présent, Pascal, il y avait certaines questions par rapport à ce qui a été présenté? Donc, non, Annick, il n'y a pas eu de questions supplémentaires qui a été posée. Super. Donc, maintenant, je vais vous inviter, en fait, là, on va se faire une mise en situation, là, vous et moi, puis je vous inviterai par rapport à la présentation des 4 cadrans que je vais faire là, dans quelques instants avec l'exemple pratique, à réfléchir par rapport à vous-même, un peu avec l'analogie d'un feu de circulation. Donc, vert étant, je vais commencer à le faire, jaune, je vais continuer à le faire, puis rouge, ben il faudrait peut-être que j'arrête de faire ce comportement ou cette attitude-là. Je vais vous inviter à faire preuve d'auto-évaluation dans la présentation de l'exemple pratique par rapport à chacun des cadrans pour peut-être vous donner déjà d'emblée une idée de où est-ce que se situent vos forces, mais aussi vos vulnérabilités. Par exemple, dans le premier cadran, si on prend l'exemple d'un employé qui ne rencontre pas les attentes de performance, bien, idéalement, un bon leader va chercher à identifier puis comprendre qu'est-ce que vit la personne, qu'est-ce que vit son employé avant de choisir une action qui va être appropriée. Donc, va chercher à traiter cette information-là, va également faire confiance dans sa capacité à traiter l'information. Est-ce qu'il faudrait que je la valide avec d'autres personnes ou je devrais me faire confiance dans la situation? Un bon leader va s'ajuster encore une fois de la bonne manière, va être en mesure de traiter ses pensées aussi. Donc, de reconnaître que oui, ça peut être une situation anxiogène ou difficile, mais en même temps, va se centrer sur le traitement de l'information pour ne pas faire comme Vickiane le disait, hein, on a moins accès à nos ressources cognitives, à la résolution de problèmes, à la prise de décision et au jugement lorsque l'émotion est bien présente. Donc, bien comprendre nos émotions, bien les traiter, ça va nous amener par la suite à, idéalement, adopter la bonne attitude pour réagir à la situation. Donc, si encore une fois, j'ai mon employé qui ne rencontre pas les performances, bien, comme leader, quelqu'un qui aura une bonne intelligence émotionnelle devrait avoir le bon niveau de prise de recul. Il y a certaines situations qui nécessitent qu'on fasse preuve justement de recul, de réflexion. Puis dans d'autres situations, il faut se revirer sur un dixième et agir plus rapidement. Il faut être un peu plus spontané. L'important encore là, c'est pas d'être impulsif. Donc, puis d'utiliser encore là le bon niveau d'action, fonction du contexte, puis fonction du besoin également de la personne. Est-ce que c'est nouveau qu'elle ne rencontre pas les performances? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que les conséquences sont importantes ou le sont moins? Ça devrait définir le niveau d'émotivité aussi avec lequel réagir de manière pertinente à la situation. Puis l'ouverture, ben, il ne faut pas non plus être susceptible ou prendre personnel, non plus, notamment peut-être les commentaires ou les raisons que l'employé pourrait nous partager sur pourquoi elle n'atteint pas les objectifs de performance. Il faut au contraire s'assurer d'être ouvert d'esprit puis chercher encore là à comprendre le point de vue de l'autre sans porter des jugements qui seraient trop hâtifs. Par la suite, il faut s'ajuster dans une situation comme celle-là. Puis ça, dans l'ajustement, pour le leader, c'est vraiment le choix, dans le fond, des actions. Donc, premièrement, ça veut dire ça aussi, aimer ça quand il y a un peu de stress, un peu de défi. Il faut être capable de bien composer avec des situations comme celle-là. Si on a une aversion pour le stress ou on n'apprécie pas les situations qui sont nouvelles ou qui sont challengeantes, c'est sûr que le choix d'action va potentiellement être plus limité ou plus prudent aussi dans le choix qu'on va faire. Donc, encore une fois, il faut choisir à quel point il faut être créatif, être innovant potentiellement pour aider l'employé à rencontrer les attentes ou dans notre approche de gestion, ou à quel point il faut peut-être se baser sur des façons de faire qui ont déjà été prouvées. Donc, le choix, encore une fois, si on a bien traité l'information et qu'on y réagit de manière adéquate, ça va être plus facile de choisir la bonne action au bon moment. Puis finalement, une fois qu'on a agi, il faut s'occuper de la relation avec cette personne-là. Hein. Donc, ce n'est pas juste de lire la situation puis de faire le choix d'action. Il faut la mettre en exécution, puis s'assurer également, particulièrement pour le rôle du leader dans un contexte comme celui-là, de démontrer de la bienveillance. Donc, quand on parle d'écoute, c'est aussi de chercher à aider les autres. Puis ça ne veut pas dire évidemment de tout faire. Il faut encore une fois bien établir sa limite à cet égard-là, mais il faut démontrer du soutien, démontrer de l'aide, démontrer cette sensibilité-là aux besoins que la personne peut vivre. Ça peut aider, c'est sûr, à l'acceptation par la suite des actions qui vont être proposées. Puis évidemment, si on a bien fait ça, donc si on a bien traité l'information, on y réagit de manière adéquate, puis qu'on s'ajuste également de manière pertinente en étant soucieux de la relation avec notre personne, ça devrait faire en sorte que comme leader, on va choisir le bon réflexe au bon moment. Dans la présentation du leadership qui a été présentée par André il y a quelques temps, puis qui vous est accessible, là, si vous la souhaitez, n'hésitez pas à entrer en communication avec nous. Bon, mettons en perspective que finalement, un bon leader, c'est encore une fois fonction du contexte, mais fonction des gens. Donc, plus je comprends mon contexte et je comprends mes personnes, plus je maîtrise mon intelligence émotionnelle, plus je devrais être capable d'utiliser le coaching au bon moment, la discipline au bon moment, le côté plus proactif versus le côté de clarifier les rôles et responsabilités, entre autres. Donc, la bonne approche en tant que leader pour gérer, par exemple, quelqu'un qui ne rencontre pas les performances va dépendre du contexte, va dépendre de la personne en tant que telle, mais aussi, moi, de mes caractéristiques de l'intelligence émotionnelle pour m'assurer de toujours agir de manière qui est appropriée par rapport à l'impact sur l'autre.
Ici, vous avez en fait là, en visuel donc un autre exemple pratique où on présente le portrait typique, par exemple, fictif évidemment, d'un leader. Vous avez à la droite donc le leadership transactionnel, transformationnel de la personne, ses différents résultats pour ceux qui sont habitués d'utiliser le test du leader, puis les différents styles de leadership également là, qui sont exprimés au bas, avec le résultat d'un test sur l'intelligence émotionnelle. Évidemment, je pourrais vous parler de ce profil pendant plusieurs longues minutes, mais si on fait ça en résumé, ici, on peut lire que c'est une personne qui généralement devrait être capable de bien réagir aux situations. Elle semble avoir une bonne maîtrise généralement d'elle-même. Donc, par rapport au côté transactionnel, elle devrait être capable ça, donc, de l'appliquer d'une bonne façon, puis de jouer ce rôle-là, donc qui est peut-être un petit peu plus axé sur le contrôle, mais aussi la stabilité par rapport à son environnement. Si on regarde le traitement de l'information, notre premier cadran, bon, on voit que la personne, avec la tranquillité d'esprit, semble faire preuve de quiétude, mais en même temps, le profil suggère qu'elle va apprécier aller chercher l'opinion aussi des autres pour avancer. Ça peut expliquer d'ailleurs pourquoi le coaching dans le leadership transformationnel est à développer, puis le rôle du mentor, puis du négociateur, du courtier aussi par rapport au style de leadership. Pour arriver à exercer ces styles de leadership-là d'une manière bonne et pertinente, il faut se faire confiance, il faut être capable de très bien traiter l'information, puis surtout se soucier des besoins des autres. L'ajustement ici, on voit que la personne qui est capable de garder son sang-froid, mais en même temps va apprécier être potentiellement plus passif que proactif par rapport à l'action au niveau de son intelligence émotionnelle. Puis on voit aussi une tendance qui est un peu similaire par rapport à l'innovation, qui semble moins un réflexe de leadership que la personne semble être à l'aise de mettre de l'avant. Donc, dans la situation actuelle, elle va peut-être se référer à ce qu'elle a déjà fait ou se référer aux balises, au processus, plutôt que chercher à engager les gens, à les consulter pour pouvoir être proactif, faire preuve d'innovation dans le contexte actuel. Puis finalement, on voit quand même une bonne aptitude à l'écoute chez le profil d'intelligence émotionnelle, mais aussi une certaine indépendance chez la personne. Donc, elle ne va pas toujours chercher à s'investir ou à entrer en relation avec les autres, ce qui peut donc limiter l'exercice du leadership. Bien qu'on constate que c'est un résultat qui est intéressant, dans le contexte actuel qui est très en changement, c'est peut-être la capacité d'exercer ce leadership-là ne sera peut-être pas toujours au rendez-vous, mais toujours peut-être pas approprié, surtout si on a des enjeux de développement de compétences ou encore de chercher à influencer ses collègues, la direction ou son environnement. On pourrait faire le même parallèle avec les différentes phases du changement. Donc, pour aller plus loin par rapport à ce concept-là, je vais vous inviter à l'autre webinaire, mais généralement, on peut considérer qu'il y a 3 phases, en fait, là, dans la gestion, les réactions au changement. Donc, l'impact initial du changement. Par la suite, la deuxième portion où on va chercher à négocier, réfléchir à comment on va le gérer, ce changement-là. Puis finalement, après ça, où on va créer la nouvelle réalité. Donc, dans chacune de ces phases de changement-là, il faut évidemment un style de leadership qui est différent, mais aussi mettre en valeur certaines aptitudes au niveau de l'intelligence émotionnelle qui peuvent être différentes. Et les mêmes parallèles peuvent s'appliquer dans le fait de chercher à développer son équipe par rapport à l'intelligence émotionnelle. Donc, dépendamment où est-ce que mes employés se situent, est-ce que ce sont des disciples loyaux, des gens qui présentement s'accommodent des changements puis présentent un certain engagement? Est-ce que mes employés sont plutôt des supporters actifs, donc des gens qui non seulement sont engagés, mais sont excités, veulent s'impliquer, ont de l'initiative, veulent résoudre des problèmes? Est-ce que j'ai des blessés de guerre, des gens, disons, qui ont plus peur, vivent de l'anxiété par rapport à la situation, vont peut-être avoir tendance à procrastiner aussi. Puis finalement, on ne l'espère pas, mais on a potentiellement des gens qui peuvent être un peu plus critiques, donc être en opposition, être potentiellement même cyniques face à vos actions ou aux suggestions de la gestion ou de la direction, dépendamment où sont vos employés. Puis si en plus, vous avez la capacité de mesurer leur intelligence émotionnelle, comprendre en fait quelle est leur dynamique, leur force puis leur vulnérabilité, c'est sûr que ça vous outille comme leader pour amener vos employés à évoluer dans ces différents cadrans-là et ajuster donc leurs attitudes puis leur comportement dans ce défi de changement-là. Puis finalement, il faut toujours garder en considération, encore une fois, comme André le met en perspective, qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. On n'a pas tous les mêmes habiletés de base et le potentiel de se développer par rapport à l'intelligence émotionnelle. Il y a des gens qui vont rechercher beaucoup de stress, beaucoup de défis. Il y en a d'autres pour qui c'est plus modéré. Donc, idéalement, on veut un bon sentiment de défi qui va nous amener à une activation optimale, la zone verte. Il faut la chercher, il faut la trouver, cette zone optimale, autant pour soi que pour les autres. Puis, il faut faire attention, évidemment, de ne pas aller au-delà des limites des gens dans un sentiment de
menace, où là, l'anxiété va embarquer, puis évidemment, différentes conséquences négatives. Puis, au même titre, il ne faut pas non plus chercher à sous-estimer les capacités de nos gens. Hein, le fait de manquer de défis, de s'ennuyer au travail, d'être démotivé, on le sait, la recherche nous met en perspective des conséquences psychologiques, physiques, qui sont très proches du burn-out. Donc, d'aller au-delà ou d'aller en deçà de nos capacités, c'est pas mieux. Il faut chercher à trouver ce niveau-là optimal. Puis ce niveau optimal-là, évidemment, il va évoluer en fonction des contextes, puis en fonction des autres personnes aussi avec qui on va interagir. Donc Annick, on a une question qu'on a reçue, si c'est un bon moment pour toi. Absolument. OK, super. Donc, on se demande dans le contexte actuel où est-ce qu'il y a plusieurs entreprises qui ajoutent des nouveaux règlements dans leur organisation, mais on a beaucoup de réticence au changement par rapport à des employés. Et dans ce contexte-là, est-ce que tu as des recommandations par rapport à comment qu'en tant que gestionnaire, on peut utiliser notre intelligence émotionnelle par rapport aux personnes qui ont beaucoup de réticence avec les règlements? Absolument. Puis ce qui est important, puis je vais reprendre encore là notre modèle puis nos 4 cadrans. Puis pour moi, bien le rappeler, j'aime ça utiliser l'analogie trac. Hein. Vous savez c'est quoi le trac quand on est gêné ou on est timide d'aller devant les autres? C'est en lien avec l'intelligence émotionnelle. Puis ça m'aide à me rappeler des 4 cadrans. Fait que cette situation-là, une aversion pour les règlements potentiels, premièrement, il faut que je traite l'information. Fait que moi, je la reçois comment cette information-là? Elle vient d'où cette information-là? Est-ce qu'elle est juste ou elle n'est pas juste? Est-ce que je dois aller chercher plus d'informations par rapport à cette information-là ou pas? Par la suite, bien d'y réagir encore une fois. Puis là, c'est peut-être l'ouverture, la tolérance qui vont prendre son sens. Fait que vraiment d'essayer de chercher à comprendre le point de vue de l'autre. La aversion pour les règlements-là, elle vient d'où? Souvent, c'est de faire parler, d'engager un dialogue avec la personne qui peut nous permettre de mieux comprendre du moins le pourquoi. Puis par la suite, de choisir une action qui va être cohérente aussi avec le positionnement de la personne. Puis des fois, il faut adopter l'approche des petits pas dans le cadre de l'ajustement. On a beau vouloir amener nos employés là à tout de suite respecter l'ensemble des règlements. Encore là, chaque personne a ses capacités différentes, puis il y a une ouverture qui peut être différente ou pas par rapport au règlement. Donc, il faut prendre en considération, il faut amener finalement les gens à prendre en considération où est-ce qu'ils sont par rapport à nos attentes idéales, puis amener, encore là, utiliser la créativité comme leader pour au niveau communicationnel, mais au niveau de nos actions aussi, amener la personne à évoluer. Puis, c'est sûr aussi que quand on vit des situations comme celle-là, particulièrement difficiles ou d'opposition, entre autres, de certaines personnes, il ne faut pas oublier que comme leader, il faut la démontrer, cette bienveillance-là quand même. Donc, oui, le côté coercitif, puis à un moment donné, il faut les suivre, les règlements, là, mais il faut chercher à aider la personne. Puis, à cet égard-là, pour aller plus loin dans la réponse, je vous inviterais vraiment à regarder le premier webinaire d'André où il présentait notamment au niveau visuel. Est-ce qu'on pourrait revenir à l'ancienne diapositive, mais comment faire passer justement les employés d'un cadran à l'autre. Donc, il y avait des informations complémentaires qui étaient partagées puis qui pourraient peut-être vous aider là, dans cette recherche-là de solutions pour amener des gens là, à mieux en fait suivre les différents règlements. Excellent. Merci beaucoup, Annick. Puis finalement, donc, je veux potentiellement juste conclure en disant que cette présentation-là, cette réflexion-là, donc de trouver un modèle sur l'intelligence émotionnelle, évidemment, ça le produit comme résultat un test pour la mesurer, cette intelligence émotionnelle-là. Donc, sur les différents cadrans, c'est possible d'avoir l'information, en fait, là, des différents employés. On peut cliquer sur le lien, c'est un rapport HTML, donc qui s'ouvre là, via le web, dans lequel, évidemment, on a une description rapide du concept, donc des 4 dimensions, des différents traits également qui sont associés à chacun des différents cadrans. Et par la suite, les résultats de la personne. Sur chacune des dimensions, est-ce que c'est une force ou c'est une faiblesse? Puis évidemment, davantage de détails sur chacune des 4 dimensions. Donc, par exemple, au niveau du contact, l'écoute, la relation, mais quelles étaient les forces par rapport à la dimension de l'écoute? Quelles étaient les vulnérabilités? Puis la même chose au niveau des relations. C'est donc un texte qui est personnalisé aussi en fonction là, des résultats de la personne et qui apporte également dans le rapport les zones de vigilance, donc les dérailleurs potentiels face aux résultats, mais aussi des pistes pour se développer puis aller plus loin. Ça, c'est un rapport donc qui devrait être utilisé autant pour la personne qui souhaite mieux comprendre son intelligence émotionnelle. Donc, on pourrait le partager à l'employé directement, tout comme on pourrait le partager aussi au gestionnaire, au leader, pour qu'il puisse mieux comprendre le profil de sa personne. On pourrait même faire des profils d'équipe comparés, différents individus au sein d'une équipe, d'une organisation, puis identifier les forces, les vulnérabilités de l'équipe, puis faire des parallèles également avec les styles de leadership, un peu comme l'exemple pratique qu'on a présenté il y a quelques instants.
Super. Donc, d'ailleurs, on venait de recevoir une question à savoir si EPSI, on recommande un outil pour aider les gestionnaires à évaluer l'intelligence émotionnelle. Donc, oui, on a nouvellement, depuis cette semaine, il est disponible, le test d'intelligence émotionnelle. Et aussi, par ailleurs, on a reçu une autre question un peu complémentaire à savoir, est-ce qu'il y a un lien avec le taux de rétention et l'intelligence émotionnelle? Devrions-nous utiliser, par exemple, le test d'intelligence émotionnelle dans nos processus d'embauche? Est-ce que ça va faire en sorte que l'employé va avoir tendance à rester davantage dans l'organisation? Oui, bien, en fait, on l'avait tantôt, il y a eu une étude, en fait, plusieurs études spécifiquement qui ont démontré que lorsque les leaders démontraient un niveau d'intelligence émotionnelle qui était élevé, le taux de rétention était 3 fois plus élevé que si on comparait à des employés qui travaillaient pour des leaders, justement, qui avaient un niveau d'intelligence émotionnelle qui était plus faible. Fait qu'il y a définitivement un impact réel là-dessus. Alors donc, lorsqu'on veut regarder au niveau de l'utilisation de ce type de test-là, par exemple, pour les employés et les leaders, c'est tout à fait approprié. Pour les employés, ça va être plus au niveau de la gestion de l'équipe parce que c'est évident qu'on veut avoir dans une équipe des gens qui vont avoir des profils qui sont variés, mais quand même avoir des gens qui sont capables de travailler ensemble. Et là, des gens qui démontrent une bonne capacité d'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose d'important. Mais encore plus particulièrement pour tout ce qui est question de superviseurs, leaders, etc., lorsqu'on est capable d'avoir des leaders qui sont un peu plus d'habileté au niveau de l'intelligence émotionnelle, ces personnes-là vont être plus fonctionnelles, vont amener plus de résultats, vont avoir faire en sorte qu'il va y avoir une meilleure rétention. Donc, l'impact est totalement direct, linéaire entre le niveau d'intelligence émotionnelle puis la performance des gens. Excellent. Donc, on vous invite à poser des questions si vous en avez. Sinon, moi, j'en ai une pour vous trois. Je ne sais pas si vous auriez, avant de finir, une suggestion clé pour les gens ici présents. Quelle serait une suggestion à mettre en œuvre pour pouvoir aider les gens dans la gestion de leur intelligence émotionnelle? Donc, par exemple, on a parlé de la compréhension la compréhension du contexte et la compréhension des personnes. Est-ce que vous auriez autre élément clé à ajouter? Bien, pour ma part, je pense que, comme on mentionne, l'intelligence émotionnelle doit varier en fonction du type de situation. Si on regarde maintenant, on est dans une situation de changement perpétuel. Donc, depuis les 3 derniers mois, il y a eu évidemment le confinement, il y a le déconfinement, et suite au déconfinement, il y a aussi la reprise. Et dans la reprise, il y a certainement je dirais un chemin qui n'est pas facile. Et la première chose que tu dois faire dans ces situations-là, c'est de comprendre. Donc, de comprendre toi-même et comprendre les autres. Parce que les actions qui vont être posées vont être très variables dépendant des différents environnements, dépendant des personnes avec qui on travaille. Fait que moi, si j'avais un conseil à donner dans un premier temps, bien comprendre comment est-ce qu'on vit ces choses-là, bien comprendre comment les autres sont situés par rapport à ça. Et plus on a d'informations, plus on va être en mesure d'agir de façon efficace. Super, merci. J'ajouterais l'importance de bien s'entourer. Parce que pour l'intelligence émotionnelle, développer notre conscience de soi-même, bien, il faut des fois ce regard-là sur les autres. La rétroaction courageuse des fois de nos pairs. On n'a pas tous la même façon de vivre le stress. Il y a des gens, Vicam le démontrait, qui vont figer, il y a d'autres qui vont agir plus rapidement. Puis ça, quand on faisait la parallèle avec comment on développe l'intelligence au fil de notre parcours, souvent quand on offre la rétroaction à des gens sur une élévation de potentiel, dépendamment de leur niveau de développement professionnel, ils vont le reconnaître ça. Hey, mon Dieu, j'étais bien plus émotive auparavant. Hein? Je me faisais moins confiance quand j'étais plus jeune. Puis comment ils l'ont développé, c'est une question que j'aime beaucoup poser, mais c'est souvent par le regard des autres. Un boss bienveillant, un leader, un mentor, quelqu'un de la famille, des fois, qui nous a aidé à réaliser certains éléments. Fait que bien s'entourer, entretenir ces relations-là qui sont bienveillantes mutuellement, je pense que c'est une clé aussi pour être capable de développer l'intelligence émotionnelle, pas juste pour soi, mais chez les autres aussi. Je peux ajouter aussi, juste d'un point de vue de santé mentale, parce qu'on en a parlé brièvement, puis
vu qu'on est dans des circonstances très particulières, et comme André l'a dit, on est dans une période qui est en changement là, perpétuel. Donc, ça provoque évidemment de l'anxiété, des préoccupations, des inquiétudes, comme on l'a vu dans le chat aussi. Point de vue santé mentale, c'est très important d'essayer de maximiser le mieux-être ou le bien-être. Donc, développer certaines stratégies qui vont faire en sorte que le petit, si je peux me permettre un anglicisme, le petit pressure cooker qui se passe en ce moment, là, puis ça fait ben, il faut qu'il soit il faut qu'on le ramène un peu là, juste pour que ça soit un peu calmé. Bon, certaines stratégies, la routine, très important. Si vous aviez une routine quand vous alliez au bureau, essayez d'avoir la routine là, en vous levant le matin, que ce soit de faire de la méditation, yoga le matin, peut-être des exercices. Maintenez la routine pareille. Tu sais, quand vous allez au travail, vous preniez votre douche, vous faites votre maquillage. Si vous êtes une femme, probablement moins si vous êtes un homme, mais bon, tu sais, vous faites la barbe, tu sais, tout ça. Prenez le temps de le faire parce que même, on est dans une situation particulière, même en télétravail, c'est important. Donc, allez faire l'activité physique aussi. Ça va être très important. L'activité physique fait en sorte que ça augmente justement la production des endorphines dans le cerveau. On l'appelle en anglais le happy hormone. Donc, ça va nous rendre heureux. On veut changer cette inquiétude, cette crainte, cette exaspération-là qu'on a vue dans le chat de tantôt en joie, justement. Donc, des choses comme ça. Une saine alimentation, très important. C'est des petites stratégies, mais tout ça, là, quand on est bien dans notre peau, ça nous permet justement, il va y avoir une augmentation justement de la capacité de l'intelligence émotionnelle pour nous permettre justement de faire le traitement adéquat de l'information, de reconnaître ces émotions-là, de les nommer, d'être capable de les gérer aussi, puis ensuite d'avoir la réaction qui est appropriée au contexte. Le sommeil, absolument important de s'assurer d'avoir un bon temps de repos, justement pour qu'on soit alerte, pour qu'on soit éveillé, tout ça. Alors, tout ça en combinaison, ça va être très, très, très utile, surtout dans une situation qui est difficile, qui est très nouvelle et peut-être incertaine dans laquelle on est présentement confronté. Excellent. Un grand merci à André, Vickiane, Annick. Merci de nous avoir partagé votre expertise en leadership et en intelligence émotionnelle. Pour vous, chers participants, nous espérons que cette formation pourra vous soutenir devant vos défis actuels. Par ailleurs, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par cette formation, vous êtes invités à leur partager la diffusion qui vous sera envoyée là, très prochainement, ainsi que la présentation là, du PowerPoint si vous désirez vous y référer. Si vous avez des questions ou aimeriez discuter avec un de nos consultants chez EPSI, vous êtes les bienvenus à nous contacter. Merci à vous tous encore une fois d'avoir été présents aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne continuité dans vos activités de relance. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci.